Donc, je propose qu'on commence. Donc, Laurent Coutelec, Practice Manager Transformation SI. Bienvenue à tous pour ce premier webinaire Adelia. J'ai le plaisir d'être accompagné de Jean-Claude Alétru. Jean-Claude. Bonjour. Qui est responsable de la R&D Adelia. Et Christian Senet, qui est notre directeur technique. Bonjour à tous. Et donc, du coup, effectivement, donc, on vous propose ce webinaire autour de la transformation des systèmes d'information. Jean-Claude, slide suivant. Donc, concernant la transformation des SI, c'est une approche, je dirais, assez globale qui part de mieux connaître son système existant et ses capacités actuelles et d'identifier aussi les possibilités d'évolution pour le valoriser et mettre en place tout un ensemble de sujets autour de la modernisation. Je pense que c'est vraiment un thème que vous entendez au quotidien, qu'on vous demande au quotidien au niveau de vos utilisateurs et de vos directions. Quand on parle de modernisation, slide suivant, quelque part, on identifie trois grands thèmes. Le premier, qui est le plus visible de vos utilisateurs, c'est la modernisation des écrans. Donc, c'est pas uniquement passer des écrans verts et noirs vers des écrans avec d'autres couleurs. Il y a un axe autour de ça. Un deuxième volet très important qui est autour de l'architecture des applications, le fait de gérer tout ce qui est modularisation de vos programmes. Donc là-dessus, c'est un sujet qu'on va aborder lors de ce webinaire. Et le troisième axe, c'est autour du cycle de développement et de tendre en gros entre du release management, aller vers l'intégration continue pour au final aller tendre vers du DevOps. Et c'est également quelque chose qu'on va pouvoir voir. Slide suivant. Et donc, du coup, on a construit avec l'équipe deux webinaires sur ces deux sujets complémentaires. Le premier aujourd'hui autour des web services, avec l'objectif vraiment de vous montrer le plus proche possible à l'intérieur d'Adelia comment on construit les web services, les concepts et le fait de le mettre en place. Donc, il y aura très peu de slides et beaucoup de présentations. Et un webinaire la semaine prochaine autour de les web services qu'on a pu construire, pouvoir les packager, les builder pour rentrer dans une logique d'intégration continue. Donc Claude, je te passe la main. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc un peu comment avec Adelia on fait des API REST. Alors, dans cette API REST, dans cette présentation, on va orienter ça plutôt avec comme serveur un IBMI, mais on peut très bien travailler avec sur toutes les plateformes, je dirais, KDK CGR, Windows, Java et tous les GBD qu'on prend en charge aussi. Hein. Donc, ça peut se généraliser à tous ces cas-là. D'abord, pourquoi utiliser des API REST, hein? Donc, le but, c'est de centraliser et d'ouvrir la logique métier hébergée sur votre IBMI, donc à des applications web, à des applications mobiles, à des USB, ou à tout type d'applications, en fait. Le but, c'est de centraliser. Ça permet aussi des échanges de données B2B ou clients-fournisseurs au travers du web. Donc, c'est au travers d'un transport normalisé et routable, type HTTP, HTTPS. Le protocole est aussi normalisé sur les verbes au niveau du protocole HTTP, donc le GET, qui normalement sert plutôt à faire des actions où on va demander des informations, le PUT, où on va faire des mises à jour, le DELETE pour faire des suppressions d'enregistrement d'informations, le POST pour des créations. Voilà. C'est le protocole normalisé, mais on peut varier un petit peu dessus. Et surtout, ce qui est très important au niveau des API REST, c'est que c'est indépendant du choix technologique de l'implémentation de l'API REST. Peu importe que l'API REST ait été développée en Java, dans un autre langage, ou dans quel que soit comment elle a été développée, pour le consommateur, ça reviendra au même. Il consomme toujours de la même façon son web service et il récupérera ses données. Voilà. C'est indépendant du choix d'implémentation technologique du web service. Alors, un petit exemple, je dirais en termes de protocole, comment ça fonctionne. Le principe, c'est que le client va envoyer, va faire une requête HTTP. Voilà, une requête HTTP dans laquelle il peut là, c'est un GET, et il va envoyer sur une URL, donc sur le serveur, où il peut passer à la limite des paramètres dans l'URL, ici c'est devenu. Il dit un petit peu ce qu'il accepte comme message au retour. Et le serveur va traiter cette requête et va rendre un résultat en retour. Là, il va prendre dans l'exemple ici, il rend un message JSON, voilà, et que après le client va pouvoir, je dirais, interpréter et analyser pour traiter ce message.
De la même façon, dans le cas où on a besoin de faire une mise à jour, donc là, dans ce cas-là, les données peuvent être pas seulement envoyées, je dirais, dans l'URL, mais sont envoyées carrément dans le body du message envoyé. Là, par exemple, pour une opération de mise à jour, on envoie un message JSON qui contient des données qui vont être traitées par le serveur et qui, en retour, lui aussi, peut rendre une réponse, mais bien présent, sous forme d'un message JSON. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu avec Adelia comment on fait pour faire des services web REST. Donc, au niveau Adelia, pour produire des services web REST, en fait, ça correspond à écrire en fait un programme vAdelia batch sans état. Voilà, je dirais, et auquel on va associer via l'ordre SW configuré une URI. Alors, si je vous prends un exemple d'appel, je dirais, d'une requête d'une URL HTTP, voilà, c'est mon serveur, ma web app, et là j'associe l'URI démo par rapport à mon programme. Donc en fait, toutes les opérations qui vont être faites, qui vont être gérées par ce programme-là, seront en fait sous cette sous-URI, on va dire démo. Et au niveau du programme Adelia Batch, en fait, les procédures publiques de ce programme-là vont correspondre aux opérations en fait de mon service web. Donc, par exemple, ici, j'ai l'opération, la procédure publique Hello World 1, qui va me faire une première opération, voilà, dans laquelle c'est pareil, on va associer une sous-URI pour distinguer cette opération-là d'une autre opération. Donc, dans mon cas présent, ici, c'est Hello World, on va dire. Donc, on retrouve un peu ce schéma dans l'URL d'appel qu'il y aura. On va mettre aussi avec l'ordre SW configuré, c'est là qu'on va préciser qu'elle va travailler en action de type GET, POST, PUT, voilà, ça correspondrait donc à la demande qui va être faite. Et on peut dire aussi, on va définir ce qu'on va produire comme message de retour. En fait, le type le type MIL du message de retour. Ici, dans mon exemple là, c'est du plain text pour faire ça, voilà. Voilà. Et les paramètres, en fait, qui sont passés éventuellement, qu'on va pouvoir passer, vont être mappés avec des paramètres du programme par rapport à leur param. Là, par exemple, dans mon exemple, j'avais un prénom, Pierre, que j'ai mappé dans le pass. Donc j'ai dit qu'en fait, c'est là où j'ai mis entre accolade prénom, et je lui ai dit, ça correspond en fait à mon paramètre d'entrée que j'ai dit justement que c'était un paramètre de type input avec un crochet qui était dans le pass. Et en fait, le fait de passer Pierre, en fait, dans mon programme, je vais récupérer dans la variable prénom la valeur Pierre. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Quand on fait ça, là, j'ai juste l'exécuté, par exemple, une URL. Alors là, dans ce cas-là, c'est un service web tellement simple qu'on peut même l'exécuter depuis le navigateur, qui par défaut fait un get. Voilà, j'ai fait un exemple où mon service web, là je l'ai utilisé, donc il me renvoie la chaîne Bienvenue Pierre sur le serveur BD. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant comment on fait ça en Adelia, pour parler, dans un programme. Donc en fait, je me suis défini un programme donc, Visual Adelia Batch, en fait, dans lequel j'ai défini ma procédure dans mon cas Hello World 1, qui donc je l'ai défini en tant que procédure publique. Et j'ai mis donc les informations que je vous ai données pour configurer, pour lui dire. Donc c'est des instructions déclaratives qui vont dire qu'est-ce que fait mon service web. Enfin, des informations sur la partie déclarative de mon service web REST, on va dire en quelque sorte. Donc où j'ai défini donc ma variable prénom que j'ai mis, je l'ai indiqué qu'elle devait être passée en URL, l'opération get, le produce qui est du plain text, donc là j'ai utilisé une chaîne prédéfinie, on appelle text plain, voilà. Pour ma réponse, je me suis défini une variable alpha de 100, vous avez vu ma réponse. Donc j'ai dit que ma réponse c'est en output et je la passais en fait dans le body. C'est pour ça qu'on l'a vu, qu'on l'a reçu dans le navigateur et on l'a affiché dans la clavier navigateur, parce que c'est une réponse qu'on a envoyée dans le body. Et dans mon exemple, j'ai commencé par faire donc ma réponse, à construire ma réponse. J'ai dit bienvenue. Donc, par exemple, on peut changer. C'est bienvenue, on va dire bonjour. Voilà, j'ai pris la variable, j'ai mis prénom pour donner la réponse. Et j'ai voulu faire une action, on va dire, côté serveur. Donc, dans mon cas ici, c'est un serveur, c'est un IPMI. J'ai fait le côté serveur, à la limite, comme voilà, vous pourriez mettre plus tard des accès basonnés, on verra dans un deuxième exemple où j'ai fait ça. Voilà, j'ai pris ma réponse, je me suis dit sur le serveur étoile de machine, donc ça me rend le nom du serveur base de données sur lequel je fais ça. Et après, mon programme,
je vais le générer. Donc voilà, quand on le génère au niveau, on dit qu'on le génère en client Java, et dans le client Java, on va choisir en fait l'option service web, et on vérifie qu'au niveau web, c'est bien un web service de type REST qu'on va faire. Voilà, là je vais le générer avec une partie serveur AS400, je vais arrêter mon Tomcat, et je relance la génération de mon programme, et voilà, donc là il va tourner dans le gestion de travaux. Donc déjà on peut voir que côté 400, ça se passe bien, on va terminer. J'espère. Coupure. Voilà, donc côté 400 c'est compilé. Je redémarre mon Tomcat ici. Et là, je vais vous montrer l'exécution, pas dans le navigateur, mais par rapport à une autre solution, parce que qu'en fait, pour nos services web REST, au niveau d'Adelia, on les intègre, en fait, on a intégré Swagger, en fait. Hein, donc, ils ont notamment le Swagger. Donc, qui permet notamment de documenter, enfin, d'exposer, on va dire, plus exactement, des services web et aussi de les tester, en fait, en parallèle. Hein. C'est une solution qui est intégrée et qui est aussi pratique éventuellement pour documenter et exposer les services web, même à l'extérieur, pour que des gens, en gros, si vous avez une relation client-fournisseur, pour qu'ils voient en fait ceux qui vont consommer vos services web, pour qu'ils voient comment on peut les consommer, leur définition, des choses. Donc, je vais lancer ça. Donc voilà, hop, ça m'affiche. Donc, on se retrouve ici avec l'interface de Swagger qui affiche. Donc là, il me propose en fait tous les services web qui sont disponibles sur mon serveur Tomcat, dans ma web app en fait. Donc je vais reprendre le cas ici des lois. Donc il vous définit, donc il dit qu'il y a déjà un paramètre. En fait, ce service web demande un paramètre qui va rendre une réponse a priori que de type plain text. Voilà. Donc on peut même s'en servir donc pour le tester. Là, je fais comme ça. Et puis je sais pas, je vais mettre Paul, celui-ci. Paul exécute et ça va me rendre, voilà, maintenant on voit la réponse du service web, bonjour Paul, voilà le résultat, les headers de la réponse aussi, et aussi on retrouve aussi une chose pas intéressante, en tout cas, ça vous affiche la requête de type curl. Je ne sais pas si vous connaissez curl, c'est un client HTTP qui est souvent utilisé dans le monde Unix, qui existe aussi sur IBM. Mais ça vous sort un petit peu les paramètres, ça vous donnera des informations pour l'appeler. On reviendra peut-être plus tard en fin de session je vous montrerai avec Adelia aussi comment on fait ça, comment on peut s'en servir. Voilà. Alors là, c'est un type de paramètre simple que je vous ai montré, une sortie d'un message très simple de type plain text. On pourrait avoir, comme je vous avais montré dans les exemples avant sur mon slide, des messages JSON. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire ça avec Adelia pour avoir ce type de message. Alors, pour faire cela, on va utiliser un objet Adelia qui s'appelle les classes. Donc on définit des classes Adelia. Donc ce sont une structure de mémoire composée d'attributs de méthodes, de façon générale, les classes. Alors au niveau Adelia, les classes, les méthodes ne sont pas définissables. Elles sont directement, je dirais, générées automatiquement par Adelia, sous forme de getter et de setter, qui vont accéder aux attributs en fait de la classe. En fait, hein. Donc pour ceux qui connaissent un peu le Java, en fait, les classes Adelia, en fait, ça se génère sous forme d'un POJO, en fait, d'un plain object class. Voilà. Les classes Adelia, c'est un objet donc du référentiel d'Adelia, à part comme vous voyez dans la gestion d'objets, vous avez un onglet Bob et vous allez créer des classes. Et une classe Adelia, ça se définit en fait, c'est juste au niveau Adelia un source. Un source, en fait, donc de façon simple, vous allez pouvoir définir juste des attributs, donc des attributs simples. Ici, j'ai défini une classe, voilà, ma classe line, qui a comme attribut item ID, item quantity, line price, voilà, c'est le premier type d'attribut, mais ça va un peu plus loin aussi la classe. On peut définir, en fait, on définir une classe dont les attributs vont référencer une autre classe. C'est ce qui permettra d'avoir des messages, une vue arborescente du message, en fait. Hein. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, je me suis fait une classe panier, un basket, qui, en fait, dont il y a un attribut qu'il appelle lines, qui est en fait un tableau. Donc, ça définit un tableau, on n'a pas précisé la dimension, mais qui est un tableau de lignes, en fait, hein, de ref class de laine. Et plus un attribut simple, total price. Donc ceci, voilà, ça nous permet de
définir une classe qui fait référence à une autre classe. Dans un programme, donc dans mon programme VADELIA Batch, qui fait mon web service, comment je vais utiliser ça, ces classes-là? Eh ben, de la même façon qu'on déclarait des variables de type, je sais pas, alpha 10 Toto, eh ben, en fait, on peut se déclarer une variable, par ici, Oline, qui est de type, en fait, refClass9. Donc, en fait, c'est une variable de type, on va dire, instance de classe, en quelque sorte, qui fait référence à cette classe-là. De même, là, j'ai défini une classe basket au panier, voilà. Et pour l'utiliser, la première chose à faire, au moment de l'usage, c'est d'instancier la classe, c'est-à-dire de créer l'espace mémoire, en fait, dans lequel va exister la classe et ses attributs. Donc on fait l'instruction new qui sert à ça, en fait. Donc normalement je fais au panier égale new basket. Ça me crée donc désormais, en fait, au panier pointe sur une instance de mon objet classe qui va contenir mes attributs item quantity. Je ne sais plus les attributs que j'avais mis dedans. Voilà. De même que quand on a une classe dans laquelle on a défini, comme ici par exemple là, ma ligne, une ligne qui était un tableau d'instance de classe de type line. On peut définir, en fait, au moment de l'exécution, la dimension, en fait, le nombre d'éléments que va avoir cette classe dans ce contexte, le nombre d'éléments que va avoir mon tableau, dans ce contexte précis par rapport à mon programme, parce que je sais que je dois créer, en fait, 10 lignes de commande. Donc, je fais panier.line, ben, je fais newLine, et puis, j'indique ici, là, je vais indiquer dans une variable qui contient, en fait, le nombre d'éléments que devront contenir mon tableau. Après, on va, en termes de manipulation, pour mettre à jour les attributs de la classe, et ben, on va utiliser les setters qui ont été générés, en fait, en quelque sorte automatiquement quand on a généré la classe. Voilà, donc là, j'ai fait mon line, newLine pour créer mon instance, et après, je fais oline.setItemID. Là, je me crée une variable qui contenait l'identificateur de mon article. Donc, ça alimentera l'attribut de ma classe. Pareil pour les quantités, des choses comme ça. Et je peux même mettre, donc là, au panier setLine, donc je crée une ligne, je prends le verbe oline, et j'indique en fait là l'indice dans le cas d'un tableau, sur lequel indice 1, 2, 3, voilà, qui contient l'indice 1. Et quand on veut récupérer des valeurs, on passe par un L_quantity, on passe par des getters, donc ici, eline.getItemQuantity, eline.getItemID, en fait c'est get, et après le nom de l'attribut, en fait, que vous avez défini dans votre classe. Et ça vous ramène la valeur dans votre variable. Donc, on va voir ça un petit peu plus concrètement dans un exemple que je vais vous montrer ici. On va peut-être l'exécuter dans un premier temps, comme ça vous verrez le résultat. Je fais ça, donc, et après on détaillera. Pareil, donc je vois qu'il y a un identificateur. Je mets une valeur. Dans mon exemple, pour voir c'est un utilisateur, je lui mets un code identificateur, donc moi j'ai mis P dur, je fais l'execute. Et ça me rend ici, donc pareil, ça me rend mon résultat, ma chaîne de caractères, le message JSON qui contient les valeurs associées à mon utilisateur dont l'identifiant était P2. Donc au niveau de mon programme, comment je fais cela? Donc je vais reprendre dans mon exemple, je me suis créé une deuxième opération, un deuxième web service en quelque sorte, dans mon programme, voilà, qu'on a défini, que j'ai allez, on va voir ça, que j'ai appelé Hello World 2. Donc là, pareil, comme le premier, je passais l'identificateur sur l'URL. Donc voilà, donc je lui dis le WID, voilà, Hello World 2, donc il y a le WID, qu'on voit bien ici défini dans le pass. Voilà. Je dis que c'est pareil, c'est une opération type get, parce que je ramène les choses. Je suis en train de lui dire qu'en fait, le message qu'elle va produire en sortie, ben, ça sera éventuellement, on pourra produire un message JSON ou un message XML. Voilà, ça sera en fonction du consommateur, de ce qu'il va demander, celui qui va consommer. S'il me demande d'avoir une réponse de type XML, ben, je lui renverrai une réponse de type XML, on fera tout à l'heure les tests. Et si je lui demande de me renvoyer une réponse de type JSON, ben, je m'enverrai une réponse de type JSON. Voilà. Et ma réponse, alors tout à l'heure c'était une chaîne de caractères, ça, parce que je renvoyais plein de textes. Là, ma réponse, en fait, c'est ma variable OUser, qui est en fait une instance de classe de ma classe user, que je ne vous ai pas montré, que j'ai défini au préalable. Hop, voilà, qui correspond à ces attributs-là, ID, qui a une ID, un nom, un prénom, une ville, voilà. Et le principe, hein, ça se génère, en fait, hein, tout simplement, une classe. Je vais pas le faire ici. Voilà, on lance la génération, et ça va me créer l'objet classe. On l'a généré au préalable, cette classe, avec ces informations. Donc, voilà, donc ça,
je me suis défini une variable de type OUser, qui est de type, enfin, par rapport à ma classe user, et je dis donc ma réponse sera envoyée dans le content au user. Et dans le cas précis, je lui demandais aussi, en sortie, de renvoyer le code HTTP, parce que je veux le maîtriser, le code HTTP, pour dire qu'en fait, suivant que l'utilisateur ait trouvé ou pas, je renverrai un code 200 ou 404, ça nous permet de maîtriser aussi ça. Donc, dans mon exemple, ici, donc, j'ai fait je renvoie, j'utilise une table qui se trouve sur mon IBMI, qui est démo user, voilà, et qui contient des informations sur un utilisateur. Donc elle contient pareil le nom, le prénom, la ville. Elle contient la date de naissance et pas l'âge. Donc on verra que donc c'est pas. On fera une petite transformation pour transformer une date de naissance en âge en fonction de moi. Donc je lis mes données. Si mes données sont trouvées dans ma base de données, je pourrais rendre un code HTTP à 200 parce qu'a priori j'ai trouvé l'utilisateur. C'est la convention, je dirais HTTP qui fait ça quand on a trouvé. On rend 200. Sinon, s'il n'est pas trouvé, je rendrai un 404, qui est le code HTTP pour dire ressources non trouvées. C'est un peu le cas, puisque je n'ai pas trouvé mon utilisateur. Et donc, quand je trouve, dans le cas où je l'ai trouvé, mon utilisateur, donc ça, c'est quelque partie serveur, quand je l'ai retrouvé mon utilisateur, je fais mon instantiation de ma classe, je lui mets ses valeurs. Donc, je fais OUser égale newUser, donc je crée mon instance. Et j'initialise, donc pareil, donc je fais un setID avec la valeur de mon fichier, l'UID, le nom, le prénom, la ville. Voilà. Et puis, donc, comme à partir de la date, moi je voulais afficher dans mon message, je voulais afficher l'âge, j'ai pas la date de naissance. Donc, j'ai fait une petite procédure qui, en fait, en fonction de date de naissance et de l'instant présent, en fait, va me rendre un âge de la personne. Donc, c'est en fonction de la date du jour. Voilà. Donc, je fais ça et après, je renvoie, donc, dans ma réponse user, je fais à cet âge. Je fais simplement ça et mon web service. Donc là, c'est pareil. On l'a généré. Et mon web service permet de me rendre la réponse. Ça fait un traitement. Si je reviens dans mon exemple un petit peu avec Swagger, donc là, vous avez exécuté la même réponse avec un code qui rendait un message JSON. En fait, puisque je peux demander éventuellement une réponse en type XML, je réexécute, et là, je retrouve ma réponse sous un format XML. Donc voilà. Donc, suivant ce que demande l'utilisateur, en fait, mon instance de classe va être sérialisée soit sous forme d'un message JSON, soit sous la forme d'un message XML. Voilà par rapport à la création. Donc, globalement, en fait, comme vous pouvez le voir, l'écriture d'un web service, c'est une écriture toute simple. Mis à part, en fait, en gros, l'instruction SW, les instructions plus ou moins SW configurées, qui sont des instructions déclaratives qui vont en fait définir comment la structure, comment va être défini le web service. Le reste, c'est votre algorithme, ça correspond à du code, voilà, avec l'usage un peu particulier des classes. Dès qu'on va avoir un message de type JSON, XML, structuré, alors ça change. De même, là, je vous ai montré un message JSON, comme vous pouvez le voir ici dans Swagger, qui est un message JSON à un seul niveau. C'était pour simplifier la présentation, mais on peut très bien avoir des messages JSON beaucoup plus structurés, comme je vous dis, via la notion de classe, où on peut dire dans une classe, je fais référence à une autre classe, qui elle-même fait référence à une autre classe. Donc on peut avoir comme ça un message sous forme arborescente, je dirais sur plusieurs niveaux en fait. Par exemple, là je voulais prendre un web service qui est défini ici, et qui va me rendre une liste de téléphones en fait. Donc voilà, quand j'exécute, ça me rend derrière là un message. Je vais descendre un peu plus. Voilà, ça me rend un message ici voilà, d'un phone qui contient des informations, Android qui contient des sous-arborescences. Là, j'ai un tableau d'éléments, ainsi de suite. Donc, vous voyez très bien que vous pouvez avoir des messages assez complexes. Et en fait, tout ça se fera juste par l'utilisation de classes et d'instanciation de classes, en fait, ce type de message. Voilà. Et donc, à un niveau de profondeur, je dirais, il n'y a pas vraiment de limite, ça sera votre définition de niveau de profondeur de classe. Voilà un petit peu avec Adélia comment on définit, en fait, voilà, on crée une classe. On crée, excusez-moi, un web service avec Adélia, donc de façon assez simple. Maintenant, on a aussi fourni dans Adélia aussi, par contre, pour vos programmes, pour qu'ils puissent aussi consommer des web services de type REST.
Donc ceux qui connaissent, on avait déjà fait une solution à l'époque qui date déjà d'assez longtemps, où on pouvait consommer des web services de type SOAP. Ben là, on a fait aussi un client HTTP qui vous permet de consommer des web services de type REST. Donc c'est l'ordre exécuté HTTP. Donc en fait, il permet d'exécuter tout type de requêtes HTTP, en fait, vers tout type de serveur. À la limite, pas forcément des services REST. Hein. À la limite, vous pouvez même récupérer une page HTML avec cet ordre-là. Voilà. Il est exécutable dans tous les contextes. Donc il marche aussi bien sur iSeries, dans un côté Java, côté C, en mode client, côté serveur, dans des programmes Adelia. Donc voilà, c'est le même ordre qui marche quelle que soit la plateforme. Et pour ceux qui connaissent, c'est une encapsulation native de l'API curl. Donc avec toute la puissance qu'il y a derrière le curl, et donc le support des certificats, serveurs, clients, et il s'appuie aussi sur les thrusters natifs des clients, enfin des OS en fait. On peut passer par des proxys, voilà, c'est assez puissant, hein, je pense pour ceux qui connaissent. Donc, comment ça s'utilise dans une façon simple? Eh ben, tout simplement, donc, comme vous voyez là, c'est l'ordre d'exécuter HTTP. On lui transmet en paramètre l'URL d'appel, donc celle que vous voyez mise dans Swagger. Donc là, je l'appelle un web service, je dirais, même pas où on transmet l'URL, on construit une URL en question, en lui passant des paramètres dans l'URL, pardon. On lui met dans le paramètre étoile option des options de storage, notamment le type de verbe que je vais faire, d'action que je vais faire, c'est une action de type get. Le header pour dire bon, j'accepte de l'application HTML, voilà. Et puis là, notre paramètre qui joue sur la conversion pour dire que j'aurai une réponse en JSON, donc je vais pas se convertir à la limite XML, je veux dire de l'UTF-8 vers ma page de code courante. De même que quand, et là on récupère une réponse ici dans une variable, alors ça peut être une variable, là c'est une variable alpha, j'aurais pu demander à récupérer la réponse dans une variable image, ou même sous forme d'un fichier en fait, hein, ce qui sera stocké sur le disque. Dans le cas où on fait une opération de type put, par exemple on doit envoyer des données en fait, ben c'est pareil, on définit une URL d'appel, là je l'ai mis en dur, on peut définir les options, voilà, et on a un paramètre étoile donnée. On lui dit par data, et là, on lui envoie le message. Par exemple, si vous demandez un message JSON, on lui envoie le message JSON. Là, je le mets en dur. Bien sûr, dans la réalité, ce sera souvent une variable que vous allez alimenter pour lui envoyer les données. En sachant que cet ordre, il s'utilise aussi souvent quand on fait des Jean-Claude, oui. Je me permets de t'interrompre. En fait, sur les ordres que vous voyez, exécuter HTTP, tu peux couper ton micro, nous, Jean-Claude, ça y est micro. Oui, les paramètres que vous voyez tous les paramètres que vous voyez dans l'ordre exécuté HTTP, c'est les paramètres d'un curl. Et Jean-Claude vous montrait tout à l'heure dans l'API Swagger, quand vous générez un appel, Swagger vous génère en fait l'intégralité des paramètres curl. Donc si vous avez besoin d'utiliser curl pour Swagger pour tester vos web services ou pour tester des web services externes et que vous les consommez, eh bien, il suffit de récupérer ces paramètres-là et vous pouvez les copier-coller directement dans votre code, en séparant l'URL des différents paramètres étoile option, mais on a repris exactement cette syntaxe-là, ce qui permet très facilement d'être normalisé dans les appels de ce que vous voulez consommer. Je te rends la main, Jean-Claude, je coupe mon micro. Voilà, donc là, notamment, là, on fait le get, on voyait l'URL, et vous voyez les paramètres, là c'est -h, c'est pour les headers, vous voyez les paramètres de type header qui sont passés. Donc, si je reviens juste là, donc je vous disais, donc, il se trouve que dans le cas des services web, on travaille souvent avec des messages JSON, en envoi de données ou en réponse. Donc pour vous aider à gérer ces cas-là, en fait, au niveau Adelia, on a fait un l'ordre conf données, qui permet de convertir des données, en fait, des messages XML en JSON ou du JSON en XML. Voilà. Donc et après, ça veut dire que vous pouvez utiliser les ordres Adelia XML pour parser les documents convertis en XML, voilà, ou pour créer des documents, créer un document XML et pour convertir ça en JSON si la personne a besoin de ça. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit exemple d'utilisation de ça. Alors, je vais faire un premier exemple, puis après je vous montrerai le source du programme, qui va vous montrer où je vais consommer mon service HelloWorld 2. Donc là, je me suis carrément fait un petit programme 5250 sur iSeries. Voilà. Donc là, je me suis mis un petit écran, voilà, où j'indique l'identifiant, PDU, voilà. Et quand je fais F6, voilà, il me rend la réponse tout de suite
durant, voilà, bon, je vais faire Eric Martin, si je fais, il faut pas que je mette le F6, et puis si jamais je me trompe, dans mon cas j'ai mis un truc qui n'existe pas, là dans mon programme j'ai fait en sorte d'envoyer un point d'interrogation qu'elle ne trouvait pas. Donc ce petit programme, là je peux regarder comment on l'a fait en Adelia en fait, juste que je retombe sur mon programme, consommation, et le moins, voilà. Je vous dispense de vous montrer la maquette, hein. Elle va ressembler étrangement à ce que vous avez vu à l'écran. Voilà, donc en fait le code de mon programme, c'est la transaction, voilà, si F6, je vais vérifier. Et donc là, qu'est-ce que je fabrique? Je fabrique mon URL. Donc là, j'indique HTTP, bon voilà, mon serveur web se trouve sur la machine, sur un serveur-là. Donc mon URL phone, voilà ma web app, démo, hello world, donc retrouver mon URL. Je construis le paramètre que je voulais à partir de la zone de ZID, hein, qui est donc l'identificateur que j'ai passé, mon PID, voilà. Et là, je vais juste faire ça, comme ça on verra tout l'écran. Je construis ça, je dis que j'ai une requête de type GET, je fais un accept de JSON, et je demande aussi, je reçois dans les barres alpha, je convertis mon document, c'est comme ça, de 8F8 vers la page de compte courant, voilà. Si ça se passe bien, le code retour est égal à 0, et en plus le code HTTP est égal à 200, donc ça a bien marché. Dans ce cas-là, j'applique l'ordre conf donné pour convertir ma réponse qui était en JSON vers du XML. Et après, j'utilise les XML Adelia standard, hein, donc mon parseur, je l'ouvre, je fais une lecture voilà, de mon document XML qui est contenu dans ma variable, et je fais une sélection, je récupère les surnoms, prénom, ville, âge, et je les affiche dans mes variables écran. Voilà. Et puis quand, je sais pas tout, si jamais j'avais une erreur 404, je mettais Z-nom avec des points d'interrogation. Voilà. De la même façon, là, donc j'ai consommé bien sûr un service web qui était produit par Adelia, mais aussi je peux consommer n'importe quel type de service web. Donc là, par exemple, on a un petit programme qui va exécuter un service web voilà, qui nous rend des informations météorologiques avec la longitude, latitude. On indique un nom d'une ville, le pays de cette ville-là. On fait F6. Normalement, voilà. Donc là, on appelle le web service et il est en train de nous dire, voilà, sur Grenoble, mais actuellement, qui est donc la longitude, la latitude de la ville. Voilà, la température est près de 17 degrés, le pourcentage d'humidité est 57. Voilà, je fais pareil, je mets Paris, voilà. J'ai un plus chaud à Paris qu'à Grenoble. Voilà, en sorte. Et puis donc, si je vous remontre comme ça très rapidement, le source qui fait ça, donc c'est ce programme météo, je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, météo 2. Voilà. Donc voilà, c'est pareil. Donc là j'appelle une API, donc c'est un service web qui est en gros à usage libre, qui est disponible. Donc j'appelle, je lui passe les paramètres, c'est ce que là je construis les paramètres en fonction de la ville, du pays qu'on a fait saisir. Ça c'est la forme que demandait le service web en fait. Hein. Ils sont pour exécuter, là il me donne une réponse en XML, je faisais l'exécuter HTTP, voilà, tout simplement. Et après, tout simplement, je parcours mon document XML pour récupérer les informations dont j'ai besoin et pour les alimenter mes zones d'écran. Voilà un peu par rapport à la consommation, qui voilà, est un ordre assez simple, et cet ordre-là, il s'utilise en gros de la même façon, quelles que soient les plateformes sur lesquelles vous utilisez, donc Java ou Windows, e-Series. Voilà. Juste une petite information, là je vais passer peut-être assez vite. Nos web services, en fait, on peut aussi les sécuriser via les tokens JWT. Hein. Voilà. Le principe, c'est simplement qu'on va déporter la charge. Donc, on va faire une requête, on va appeler une servlette standard d'authentification qui va nous rendre un jeton. Et après, le principe, c'est que ce jeton, il sera transmis à chaque fois qu'on fera une requête. En général, c'est dans le header. Voilà, on transmet le jeton et qui permettra au serveur de ressources, donc, lui, de valider ça. Et cet aspect-là, ça se fait en fait, c'est juste de la configuration au niveau d'Adelia. Voilà un petit peu par rapport au service web. Donc là, c'était juste le principe que je vous redonnais. On envoie un login password qui va nous générer, qui nous renvoie un token et qu'on va utiliser après l'utilisation et qu'on envoie dans les requêtes. Voilà. Merci Jean-Claude.
Jean-Claude. Du coup, place aux questions. Si vous avez, n'hésitez pas, prenez le micro et pensez à réactiver votre micro, hein, si vous voulez. Oui, réactivez votre micro et posez vos questions. Toujours le premier à se lancer. Oui. On se lancer. Bonjour. Bonjour, oui, Julien Châtaignier, Société Pasquier. J'avais une question parce que là dans l'exemple donc on voit avec que vous nous avez montré, donc c'est un exemple simple où on récupère qu'un seul résultat. Quels sont les ordres à utiliser quand on récupère une liste en résultats? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas? Non, donc là ça serait plutôt au niveau de l'exécution HTTP, c'est ça, au niveau de la consommation, c'est ça? La consommation, oui. Oui, et ben, en fait, si je reprends mon programme, en fait, en général quand il y a plusieurs résultats, en fait, normalement, dans un serveur REST, on va vous rendre un message JSON, ou un message qui va à la fin se retrouver à être un message XML. Éventuellement, c'est un message JSON, vous allez utiliser le conf données pour le convertir en message JSON. Et après, avec les ordres XML, donc en fait, vous allez parcourir un document XML, en fait, et un document XML avec vous allez pouvoir aller dans les applications que vous voulez, en fait, à ce niveau-là. En profondeur, vous bouclez sur un nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un XML avec ça. Non, pas beaucoup. Parce que là, moi, ce que je comprenais, c'est que dans votre exemple, avec le XML sélection et récup-val, si je récupère une liste de noms et de prénoms, j'utilise pas ça là pour faire ça. Ouais, non, en fait, dans ce cas-là, vous auriez un niveau supplémentaire. Alors, je peux pas vous montrer l'exemple comme ça. Vous auriez un niveau supplémentaire qui serait un nœud sur un nœud, je dirais, qui serait un nœud tableau en quelque sorte. Ouais, d'accord. En fait, vous vous positionnerez sur ce tableau et en fait avec les ordres XML vous pouvez demander à un moment donné à voir ça, le route de 1, route de 2, route de 3, enfin c'est pas dans le cas de route. Vous pouvez comme ça boucler sur les éléments en fait. Donc parcourir un ensemble d'éléments comme ça avec une variable indice au milieu qui va faire ça. D'accord, ok. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est juste avec les ordres XML, ça se fait très bien. Parce qu'en fait, voilà. Et dans une autre question un peu. Bon, c'est pas du tout la même chose en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas dans Adelia, il n'existe pas d'ordre pour travailler directement sur le JSON récupéré. On est obligé de le convertir en XML. Non, on n'a pas de parseur actuellement. Non, il n'y a pas d'ordre sur le JSON pass. Pour vous donner des idées de roadmap, en fait, on attend aussi le fait que le JSON en XML, pour la validation du XML, il y a des XSD. Sur le JSON, il y a son équivalent qui s'appelle le JSON Schema. Le JSON Schema, aujourd'hui, la spécification, c'est encore à des niveaux draft. Voilà. Le jour où ce sera un petit peu plus sec, le jour où il y aura des JSON Schema, on mettra certainement des API qui permettront de parcourir le JSON, de parser le JSON comme on parse le XML. Après, c'est vrai que dans un langage procédural, que ce soit du C, du Java ou de la Delia, parser du JSON, c'est pas le truc qui est le plus fun. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand on peut parser ça avec des langages comme le JavaScript qui sont capables de l'interpréter au fur et à mesure. Donc, dans un programme, si on est dans un programme e-series et qu'on veut parser du JSON, ça reste un exercice qui est toujours un peu pénible pour dire les choses vraies. Si vous passez par une API REST, parce que c'est plus dans la consommation ce coup-ci, c'est dans la production. Mais si vous avez quelqu'un qui vous envoie un flux JSON ou XML dans une API REST, en fait, Adelia fait le mappage. Il fait automagically le mappage entre le graphe d'objets que vous recevez en JSON XML et les objets Adelia. Auquel cas, parcourir des objets, c'est beaucoup plus simple parce que on prend nos objets, on fait get de chacun des attributs et on a un code qui est beaucoup plus facile à lire que de parser un flux balisé. Voilà. De même d'ailleurs, avec leur conf données, pour compléter ce que dit, dans le cas où vous êtes dans un contexte purement Java, et ben, enfin, l'ordre conf données vous permet aussi, à partir d'un message JSON, en fait, de le désérialiser dans une classe Adelia. Et après, dans un graphe de classe, oui. Dans un graphe de classe. D'accord, ok. Et après, ça va pas. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Autre question?
Bonjour, Julien Spetel de la société Camact à Strasbourg. J'avais une question au niveau des paramètres en sortie. Sur les paramètres en sortie, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser, j'ai vu le type liste Adelia. Donc, si notre web service va envoyer en sortie une liste Adelia, il peut être consommé que par des programmes de type Adelia, qui eux-mêmes faire les listes Adelia, ou c'est quelque chose qui peut être consommé par autre chose? Ça peut être consommé par autre chose. Alors vous pouvez bien sûr dire éventuellement dans le cas où vous voulez ramener juste un élément. Votre message est assez simple, c'est juste une liste d'éléments. Vous pouvez utiliser directement une liste Adelia en termes de message sorti. Donc elle sera sérialisée en fait, pareil, sous forme d'un message JSON. Clé valeur. Voilà, clé valeur avec voilà, plusieurs instances. Donc, les noms des variables qui correspondront les noms de votre message JSON, enfin les clés de votre message JSON, donc vous retrouvez de la même façon, voilà. Ou alors aussi, vous pouvez dans un cas plus complexe, vous dire, en fait, comme je vous avais montré un petit peu dans le slide que je reprends ici, si j'ai vous pouvez retrouver, vous définir en définissant une classe un peu de ce style-là aussi. Ouais, voilà. Vous pouvez définir, ça va marcher en entrée. Vous pouvez définir une classe comme ça qui va vous définir une liste de lignes. Là, donc, elle fait référence à une classe, ce qui correspondra à une liste aussi. Donc, dans le cas où vous voulez passer juste une liste, vous pouvez passer qu'une liste. Mais si même ce que vous voulez passer, c'est un peu plus complexe, c'est à la fois un attribut simple, une information simple qui est globale. Par exemple, là, j'ai pris le prix total d'un panier plus l'ensemble des lignes de commande. Ben, avec ce type de classe, ça va vous fabriquer un message JSON ou XML. Donc, dans tous les cas, ça vous fabrique un message JSON ou XML qui sera renvoyé en retour. Et donc, il sera analysé, en fait, quel que soit, je dirais, le client HTTP que vous allez avoir en face. C'est pas forcément de la Delia. Ce sera de la même façon pour quelqu'un qui va développer en pur C, en pur Java ou en JavaScript ou voilà, directement, qui va consommer le message JSON. Ce sera très pareil pour lui. Quelque chose. J'y vois la différence qu'effectivement, la première classe qui s'appelle line, là on peut la faire comme elle est avec des types relativement simples, on pourrait la faire aussi avec une liste Adelia. La deuxième classe qui est la classe basket où j'ai un élément lines qui est en fait une référence de classe, là je suis obligé de passer par les classes parce que c'est un type on va dire complexe. Voilà. En plus, quand vous écrivez les classes, vous pouvez mettre des attributs, des annotations dessus qui vous permettent de formater aussi derrière le JSON avec les syntaxes que vous voulez. Ça vous permet d'avoir une doc du Swagger qui est un peu plus enrichie que le fait de passer simplement une liste. Mais si vous mettez une liste, ça marche en input et en sortie. On génère une liste de type clé-valeur, enfin clé et valeurs, avec chacun des attributs qui sont sérialisés. Voilà. C'est pas du spécifique Adelia, on s'est mis sur la spécification OpenAPI qui est derrière Swagger. Une autre question? Oui, Alexandre Landreau, société de logistique. Ça fonctionne ou... Oui, on vous entend. J'aurais voulu savoir, là vous avez fait une génération Java en fait pour votre web service REST. C'est possible aussi de les générer sur la S400? Alors, nos web services sont générés en mode client-serveur, toujours. La partie qui correspond en fait à la partie de sérialisation est toujours générée en Java. Après, quand vous voulez faire des appels à des parties serveurs, vous appelez votre partie serveur, vous mettez le coup de pinceau rouge là, comme l'écran sur lequel Jean-Claude était. Nos web services, après, c'est des applications Java. Donc, si vous voulez, vous pouvez les faire tourner sur le e-Series, vous n'êtes pas obligé de les faire tourner le faites tourner sur la plateforme que vous voulez, mais la génération de l'API REST est un processus client-serveur Java et avec la partie serveur que vous voulez. Voilà, on va quand même préciser, pardon pour les gens. Donc, quand le web service, en fait, c'est une application, ça se met dans un serveur d'application web. Ça tourne dans un serveur d'application web, en fait. Donc là, dans mon cas, j'ai fait tourner une application web qui est dans Tomcat. Voilà. Et après, donc c'est pour ça que c'est généré en Java, parce que la partie cliente est toujours générée en Java, ce qui empêche que si on veut travailler après sur la S400 pour récupérer vos données sur la S400, ce que j'ai fait ici, donc j'ai mis une partie serveur. Et après,
là, j'ai fait tourner mon serveur Tomcat donc sur une machine Windows, mais rien ne vous empêche d'installer au Tomcat, de faire tourner carrément sur votre IBMI. En fait, hein. On a eu des clients qui ont fait ça, qui ont fait tourner, voilà, qui ont démarré le Tomcat, qui ont installé un Tomcat sur l'AS400, voilà, et puis ils l'ont démarré avec l'application qui tourne là-dessus aussi. Par contre, on restera quand même bien dans la logique client-serveur, parce que en fait, la partie pour accéder aux données sur la partie serveur, vous faire le lire SQL pour votre base de données, vous les mettrez bien dans une partie, je dirais, serveur AS4, que vous allez générer en serveur AS400. Ok. Du coup, j'avais aussi une question. Au niveau de Swagger, c'est installé nativement? Ça fait partie de la génération. Quand vous générez en fait votre service, quand vous générez votre service, on génère tout le nécessaire au Swagger avec. Donc voilà, ça fait partie du package. Et si vous voulez désactiver le Swagger, c'est une ligne enlevée dans un fichier de config, mais par défaut, le Swagger est généré. Ok, ça marche. Merci. D'autres questions? Qui réfléchit au ville de Roubaix. Je vais devoir consommer effectivement les API REST, mais protégés par un certificat. Je vais récupérer un point de PEM et quelles seraient les instructions en fait d'Elia bonjour Monsieur Trousseau, Christian. En fait, dans l'ordre exécuté HTTP, vous pouvez passer des certificats. Donc après, je ne sais pas dans quel contexte, je suppose que vous les consommez vous depuis le iSeries directement. Non, c'est non. C'est à ce moment. Si c'est en Visual Adelia, vous mettez le pass vers le fichier PEM, tout ça c'est décrit dans notre doc, où vous pouvez inscrire les certificats dans les certificats de store de l'OS. Voilà. Donc, voilà. On travaille avec les certificats serveurs ou des certificats clients et des certificats clients. En fait, hein. Donc je suppose que dans votre cas, M. Trousseau, ça doit être un certificat client parce que ça doit être une authentification X509 qui est demandée par le service. Donc, oui. On vous entend très mal. Enfin... Le son est très bas, hein, j'ai du mal à entendre. Je suis à 100%. Vous pouvez répéter votre question, on n'a pas entendu ce que vous nous disiez, M. Trousseau. Oui, en fait, simplement, je voulais vérifier. Donc là, avec une V13 PTF9, tout cela fonctionne, quoi. Là, vous présentez peut-être la V14. Donc... Oui, non, c'est l'implémentation des certificats a été faite dès le début. Donc, V13 PTF9, il n'y a pas de problème. Normalement, ça marche là-dessus. J'ai des clients qui l'utilisent déjà avec ce système-là. Et voilà. Et puis, quand vous avez besoin de tester les certificats, les appels d'API REST, surtout dès qu'il y a des certificats, ça peut être toujours un petit peu touchy. N'hésitez pas à utiliser une API comme curl, ça vous permet de mettre au point, ou souvent quand une API elle est fournie par un tiers, on vous donne souvent l'URL, enfin le curl, l'instruction curl qui va bien. Si ça passe en curl, après vous recopiez les paramètres et vous les passez et ça fonctionne sans souci. Ouais. C'est ce que nous faisons actuellement en fait, hein. Comme on était longtemps en V12, nous utilisions curl pour pouvoir consommer effectivement des API REST. Donc voilà, maintenant on va les transformer effectivement en ADLIA pur, et ça sera beaucoup plus confortable, quoi. Oui, ce qui est compliqué avec ça, c'est que le résultat était en JSON et là la conversion était un peu sportive. Oui, d'accord, je comprends. Oui. Voilà, pour donner, c'est plus compliqué. Là, l'ordre, si j'ai bien compris, conversion JSON XML, c'est du bonheur, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, puis ça vous permet comme ça de parser les documents avec du XPath assez classique, quoi. Ouais. D'autres questions? Donc, au niveau timing, on est encore dans les clous. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Oui, donc c'est Cario Nicolas de la CAFAT. En fait, moi j'avais une question, c'est plus sur la gestion des erreurs des services.
Est-ce que du coup on retrouve dans les logs du serveur les erreurs, par exemple 404 du service, comment vous gérez les erreurs? Alors, l'erreur 404 n'est pas une erreur, c'est une erreur juste 404. Donc vous la verrez pas dans les logs. Maintenant, dans Adelia, nous avons implémenté l'ordre qui s'appelle ajouter trace. Ajouter trace qui permet en fait de serialiser tous vos logs dans un logger de type log4j. Donc, quelqu'un, vous retrouvez tout ce que vous pouvez mettre vous pouvez rajouter vos propres traces applicatives là-dessus. Donc, vous verrez dans les logs nativement les logs de type erreur. Si le serveur plante et fait une erreur 500, vous le verrez. S'il y a une erreur de conversion d'un alpha ou un num, vous le verrez dans le trace log de l'application. Mais si vous dites, je cherche la donnée et parce que j'ai dit, comme Jean-Claude montre là, les RESTQL, je trouve pas le user, je dis erreur 404. Ça, c'est une erreur juste. Enfin, c'est pas une erreur, c'est un code retour. La requête s'est correctement exécutée, elle a abouti et vous l'aurez pas. Donc, vous l'aurez pas si vous tracez juste les logs de l'application. Si vous tracez les logs HTTP, c'est autre chose. Seulement, vous l'aurez dans les logs HTTP. Mais c'est pas le même niveau de log qu'il y a. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. Merci. Une dernière petite question, du coup. Oui, bonjour. Allez-y. Éric Lebrun des Meubles de Meyer. J'aimerais savoir pour la partie consommation, quel type de produit Adelia il est nécessaire d'avoir. Est-ce qu'Adelia Studio suffit? Oui, l'ordre exécute HTTP n'est pas lié à une licence particulière. À partir du moment où il faut avoir au moins une heure, il est arrivé, je crois, en V13 PTF5, il me semble. Il est arrivé en version 13 PTF5. Donc à partir du moment où vous avez la V13 PTF5, vous pouvez utiliser cet ordre-là, voilà. Et c'est pas donc si vous avez une licence Visual Adelia, vous allez l'utiliser dans un programme Visual Adelia. Si vous avez une licence qu'une licence e-Series, Adelia e-Series, vous pourrez l'utiliser dans un programme e-Series, voilà. Mais c'est un ordre comme un autre, en fait, il n'est pas lié à une licence particulière. Hein. Autant comme la production de services web est liée donc en version 14 avec la licence Adelia Studio SOA ou en version 13 et même la version 14 avec les licences Adelia Web, pour produire un service web. Par contre, la consommation, c'est un ordre comme un autre qu'on a ajouté qui est disponible dans toutes les plateformes à partir de la 13.5. Qui n'essaie pas une licence particulière, il y a le CM là. D'accord. Et pour la partie production, donc là c'est un peu différent. Nous on a fait une petite formation par un prestataire sur la partie production. Aujourd'hui on peut facilement exposer des services web avec le serveur HTTP intégré de l'IBMI depuis quelques versions maintenant. À part la partie, on va dire, développement objet, dans votre exemple, il y a un intérêt à exposer, produire des web services. La grosse différence, elle est là, c'est que sur l'IBMI, les outils natifs du 400 permettent soit d'appeler directement un programme, mais on a des paramètres à plat, donc on reçoit les paramètres à plat en entrée, les paramètres à plat en sortie. IBM a fait cette extension-là, comme ils avaient fait la même chose avec les services SOAP en 2006-2007. Donc la grosse différence, c'est que généralement, quand on est dans le monde de l'API REST, on s'attend à poser des questions simples et à recevoir des graphes d'objets. Donc c'est ce qu'on permet de faire. Nous, on permet de recevoir des graphes d'objets et on permet d'émettre des graphes d'objets, mais on permet aussi en entrée de recevoir des graphes d'objets. Ce que ne permet pas le mode, la passerelle native qui est sur l'e-Series, qui est juste un mappage de paramètres à plat sur un programme. Donc la différence, elle est là-dessus. L'autre différence, c'est qu'on implémente le JWT pour la sécurisation des services. Donc on a derrière le JWT, il y a deux notions, il y a l'authentification et il y a la notion des rôles. Donc un token JWT a un principal, un préféré username qui vient de ce fait autopopuler la variable Adelia qui s'appelle étoile user. Et quand on crée des services REST, on peut dire ce service REST là
pour avoir le droit d'exécuter, il faut que je sois reader, je sois admin, je sois donc on peut avoir des rôles là-dedans et on écrit on définit ces rôles au niveau, on décrit ces rôles dans notre source. Donc voilà les principales différences qu'il y a avec les outils d'IBM. À tel point d'ailleurs qu'on peut peut-être en parler un petit peu que par rapport à hier justement on a fait une présentation du produit aussi à des gens d'IBM. Philippe Bourgeois pour pas le nommer. Philippe Bourgeois pour pas le nommer, voilà. Et voilà, donc il était intéressé. Donc justement, il nous a proposé même d'ailleurs de proposer un webinar. Je pense qu'on peut le. On va faire un webinar conjoint IBM mardi sur ce sujet-là pour montrer justement la différence de complétude des deux solutions. Donc pour faire voilà, la solution d'IBM nativement, si vous avez besoin de faire des appels simples qui fournissent des réponses simples, elle est très bien. Si derrière vous souhaitez exposer des services web typiquement qui seront peut-être utilisés par des applications mobiles ou des choses comme ça, généralement les développeurs mobiles s'attendent à poser une question simple, recevoir un graphe complexe et faire le display à partir de ce graphe complexe. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Avec plaisir. Du coup, je vois côté heure, peut-être juste le petit dernier slide, un peu à la fois de remerciements à tous les participants de ce webinaire. Alors c'est vrai que on profite un petit peu de cette période de confinement pour avoir mis en place. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de confinement. Hein. Confinement, il y en a plus qu'un qui n'est pas confiné dans toute la liste. Hein. Un chanceux. Ouais. L'idée qu'on veut vraiment vis-à-vis déjà de vous remercier en tant que client d'utiliser Adelia, c'est vraiment important. Et on veut vraiment être à votre écoute, monter des sujets, à la fois des webinaires, peut-être aussi des sujets de formation sur mesure, enfin être vraiment à votre contact. On a déjà prévu donc du coup la semaine prochaine d'aller plus loin aussi sur la partie intégration continue. Donc Christian vous présentera cela. On va vous faire passer aussi une petite appréciation, voir un petit peu par rapport à ce webinaire autour des web services, votre avis. Est-ce que de la même manière, est-ce que vous auriez d'autres thèmes, d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des informations? Donc voilà, n'hésitez pas. De mon côté, moi je coordonne vraiment l'ensemble des interactions de nos clients pour remonter et mettre en avant un peu tout notre savoir-faire et pouvoir vous aider par rapport à vos objectifs de transformation. Donc on est vraiment à votre service, on vous remercie grandement et puis surtout prenez soin de vous dans cette période et faites en sorte que tout se passe au mieux pour vous et vos proches. Donc on vous remercie grandement. On vous dit pour la plupart, j'espère, à la semaine prochaine, pour le 29 avril, et passez une excellente après-midi.